À Lisbonne, un vieil homme chute de sa chaise. C'est de cette façon, avec la célèbre chute du dictateur Salazar, que commence le roman graphique de Nicolas Barral, sur un air de fado, qui vient d'être publié chez Dargaud. Mais il y a 2 mois, ce livre est arrivé aussi au Portugal avec le titre Au son du fado. Sur un air de fado nous raconte l'histoire de Fernando Paes, un médecin portugais avec un passé révolutionnaire qui sait, malgré l'oppression salazariste, de vivre une vie normale. Mais au Portugal, à cette époque-là, rien n'était normal. Bonjour Nicolas, Bonjour, Nono. bienvenue. Un plaisir de vous avoir ici avec nous. Nicolas, la première question, très simple. Comment est née l'idée de cette histoire portugaise? C'est pas très normal en France. Alors, moi, j'ai épousé en fait une femme d'origine portugaise, et dans le trousseau de mariage, il y avait un certain nombre de livres, de musique, et dans les livres, il y avait un roman de Antonio Tabucchi, qui est italien en fait, mais qui est lusophone, et qui avait écrit un roman dont le titre est Pereira prétend. Et j'avais été beaucoup touché par cette histoire qui racontait comment finalement un homme comme tout le monde tâchait de rester à l'écart de la chose politique. Et ça m'a interrogé sur la manière dont moi j'agirais si mon pays était en dictature. Est-ce que je serais un héros ou bien est-ce que je serais un salaud, c'est-à-dire quelqu'un qui collaborerait, ou bien est-ce que je serais entre les deux et si On on n'est l'appelle pas, un bouffon. Un bouffon, voilà, ouais, est-ce en que est-ce portugais. que je Ouais. serais un mouchard? Voilà, donc j'ai commencé à prendre des notes. Et puis ça c'était à peu près au début des années 2000. Et puis j'ai attendu euh, parce que j'avais d'autres propositions de travail. Et puis j'ai bien fait, je crois, parce que entre-temps, beaucoup de livres sont parus, des ouvrages universitaires de Irene Pimentel, par exemple, Mhm. sur la PIDE, euh, sur le régime de Salazar. Et puis j'ai attendu aussi peut-être d'avoir la maturité pour ne pas raconter une histoire trop manichéenne. J'étais intéressé à traiter les zones de gris, c'est-à-dire finalement, voilà, on n'est pas tous taillés pour être un héros. Mhm. Et, euh, et voilà, et donc cette histoire s'est mise en place comme ça. Et j'ai choisi, moi, pour illustrer mon propos, de mettre en scène un médecin, Fernando Paes, Fernando Paes. qui, qui effectivement est issu d'une famille plutôt privilégiée et qui a décidé de ne pas faire de différence entre les Oui, citoyens. il est un peu détaché. Oui, Oui. il a décidé de soigner tout le monde. Euh, Par exemple, il a un patient qui travaille au siège de la PIDE, et Mhm. donc tous les matins, il vient le voir pour lui prodiguer ses soins. Et effectivement, il promène une espèce de, de neutralité, mais une forme aussi de bienveillance, amusé. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Je pense que cet humour constitue pour lui une forme de politesse du désespoir, d'une certaine manière, Mhm. une forme de carapace pour lui permettre d'avancer dans la vie. Mal... Mais il a aussi un passé révolutionnaire lui-même Alors, pendant sa vie d'étudiant. effectivement, Mhm. vous avez raison. Parce On qu'on va peut pas tout raconter, hein, sinon non, non, on a des spoilers partout. on peut s'interroger pour comprendre pourquoi il est comme ça détaché, pourquoi il ne prend pas position finalement. Et en fait, la réponse se situe dans son passé. L'histoire va nous montrer euh, que finalement, 10 ans, donc l'histoire commence en 1968, vous l'avez dit, au moment où Salazar tombe de sa chaise. Mais 10 ans auparavant, alors qu'il était étudiant, il est tombé amoureux d'une jeune fille très séduisante, qui était une activiste, une communiste. Et en même temps qu'il tombait en amour pour cette femme, il a épousé la cause du communisme. Et puis ça s'est pas très bien terminé, on va pas entrer dans les détails.
Et donc, eh bien, depuis, il s'est promis de ne plus jamais faire de politique. Et vous parlez de l'année 68, qui est symbolique en France, tout le monde le sait, Oui. mais pour des raisons très très différentes, c'est aussi symbolique et important au Portugal à cause de la chute littérale, littérale de Salazar, chute de sa chaise. Et c'est comme ça commence votre histoire avec la chute de Salazar. Était-ce un choix délibéré pour mettre en évidence ce contraste entre le symbolisme portugais et le symbolisme français? Alors, j'ai beaucoup lu, donc, comme je vous l'ai dit, sur la période, et quand je suis tombé sur cette anecdote de la cadeira, de la chaise, Voilà. euh, euh, donc, pour resituer les choses, Salazar est en vacances au mois d'août 1968 au fort d'Estoril, qui est un peu l'équivalent pour la France du fort de Brégançon. C'est une Mhm. résidence d'été pour le chef de l'État. Et il attend sa pédicure, et puis effectivement, alors là, les témoignages sont un peu confus, mais enfin, il semble qu'il soit tombé de la chaise où il devait se voir prodiguer des soins par un Des soins. pédicure. Et voilà, et je trouvais que cette anecdote était formidable pour symboliser effectivement le début de la chute finalement du régime. 68, c'est le moment où donc, après cette chute, il cède les rênes à Caetano. Caetano sent bien que la population, en particulier la jeunesse, les appelés du contingent, en ont assez d'aller faire la guerre euh, en Afrique, et donc il commence à desserrer un peu l'emprise sur la population, en espérant, grâce à cela, que le régime va survivre. Mais en fait, évidemment, il se produit exactement l'inverse de l'effet souhaité, c'est-à-dire qu'en desserrant les taux, il va au contraire provoquer ce qui sera quelques années après la révolution des œillets. Donc voilà, je trouvais que c'était un moment, j'avais besoin, mon sujet en fait se situait sous la dictature, puisque je voulais étudier la manière dont les gens se comportent dans un régime autoritaire. Donc je ne voulais pas traiter de la révolution des œillets, mais en même temps il me fallait une date, choisir une date un peu symbolique qui, je crois, euh, permettait d'annoncer un peu la fin du régime. Nicolas, on va parler un peu de votre art. Le livre, il est là. Voilà, vous pouvez le voir. Vous êtes un artiste qui a dessiné Lisbonne. Il y a plein de dessins magnifiques de Lisbonne ici. Et le portugais, principalement la Lisboète, il trouve que Lisbonne, il a une lumière différente, une lumière presque africaine. Ça, c'est vrai? Vous pensez pareil? Vous pensez le même? La Alors, lumière de Lisbonne, elle est différente ou pas? alors moi, ce que je peux vous dire, parce que je ne suis pas allé en Afrique, donc je ne peux pas établir de comparaison. Mais ce que je peux vous dire, c'est effectivement que je suis tombé sous le charme de cette ville, euh, euh, qui, pour moi, symbolise évidemment les premiers émois amoureux que j'ai connus avec ma femme. Mais au-delà de ça, effectivement, la proximité de la mer, toutes les collines, enfin, c'est une ville qui a un charme vraiment envoûtant. Je pense que je pourrais très bien y habiter. Je ne me fais pas cette réflexion à propos de toutes les villes que j'ai visitées en Europe, mais vraiment, je me vois très bien habiter à Lisbonne. C'est une ville à taille humaine, voilà, dont je trouve enfin, les rues, les pavés, les façades, les azulejos, enfin, tout concourt à séduire le visiteur. Et, et donc, pour faire cet album, alors évidemment, j'avais en tête de restituer cette lumière, mais j'avais également en tête d'être très précis dans la reconstitution, car je crois beaucoup au pouvoir d'évocation du réalisme. Et donc, je suis allé sur place, j'ai pris des photos. Tous les lieux que je dessine, je les ai arpentés. Et peut-être peut-être que ça compte, peut-être que le lecteur, enfin en tout cas les gens qui connaissent Lisbonne, en apprécieront d'autant plus la reconstitution. Voilà, c'est comme ça que j'ai procédé.
Et on parle maintenant d'histoire et de politique un petit peu. Nicolas, Oui. les Français, ils connaissent bien Franco, bien sûr, Mussolini, Hitler, mais Salazar, Lapide, le fascisme au Portugal sont des réalités à peine connues, hein. Je me trompe? Oh, oh. Ben, en tout cas, elle l'était de moi avant Mhm, de lire le roman de Tabucchi. Alors effectivement, j'avais au départ une vision, on va dire, un peu généraliste de la dictature. J'avais le sentiment que toutes les dictatures se ressemblaient. Alors effectivement, il y a des fondamentaux qu'on retrouve dans le fascisme italien et dans le franquisme en Espagne, mais il y a effectivement des petites spécificités. Enfin, comment dire, donc j'avais besoin de les connaître pour ne pas déformer la réalité. Et c'est vrai qu'en étudiant en particulier les ouvrages de Irene Pimentel, eh bien je me suis aperçu que la torture, qui évidemment que j'allais être amené à traiter, au Portugal, contrairement par exemple celle qui était pratiquée en Algérie pendant les guerres coloniales en France, n'était pas de la torture physique. Enfin, il y a eu un moment où la torture physique était pratiquée, mais euh, elle n'était pas efficace. Et donc, les services de la police politique portugaise, donc la PIDE, sont allés prendre des cours, ça ne s'invente pas, sont allés prendre des cours aux États-Unis auprès de la CIA. Et là, ils ont appris que la technique la plus efficace pour faire parler les prisonniers, c'était la privation de sommeil. Donc, effectivement, j'ai dû approfondir un peu la question de la torture au Portugal pour être juste dans ce que j'allais montrer. voilà. Nicolas, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous. Eh bien, vous pouvez trouver en air de fado dans les librairies françaises. Et la version portugaise du roman graphique, vous pouvez le trouver dans la bibliothèque de la Fondation Carlos Gulbenkian à Paris. Merci et à bientôt. Merci à vous.